OK, c'est parti. Heu, Pardon, désolée du cafouillage. Alors, c'est parti, merci à tous. Donc bienvenue pour ce webinaire. Alors, simplement pour, vous donner quelques éléments de De contexte. contexte. Merci de couper votre micro. Ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires qui sont consacrés à la nature en ville. Donc en préparant cette Préparant cette intervention, intervention, est-ce que tout le monde peut couper son micro parce que je m'entends parler? Pardon. Oui, en préparant cette intervention, donc, je me suis rendu compte que je n'avais eu un par an depuis 2023 autour de la question de la nature en ville. Alors, avec à la fois des enjeux très méthodologiques sur la conception des projets, des webinaires et des webinaires qui étaient plutôt orientés outils et définitions, notamment celui de 2024 et de 2025. L'objectif d'aujourd'hui, donc là aujourd'hui, l'idée c'est d'aller un petit peu plus loin sur cette question de la nature en ville. Donc comme je le disais, on a beaucoup mis l'accent sur les questions de conception, de définition des projets autour de la nature en ville. Et là aujourd'hui, on a souhaité inviter enfin, on a souhaité mobiliser des invités pour pouvoir faire un focus sur deux sujets différents autour de la notion d'anticipation. Alors, première intervention, je vais laisser la parole à Virginie Palomares de Simul Impact qui va nous présenter vraiment cette question de l'évaluation économique, sociale et environnementale des projets pour pouvoir vraiment avoir une vision globale des coûts et des bénéfices qui sont induits par les projets autour de la nature en ville dans une logique d'aide à la décision. Et dans un second temps, j'ai le plaisir d'accueillir enfin, enfin, pour une présentation qui sera animée par les cabinets Espelia, Écologie urbaine et citoyenne et Biotop, pour la présentation des résultats d'un travail qu'ils ont mené cette année autour de la gestion des espaces de la nature en ville. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup accompagné de projets dans la conception de projets de nature en ville, dans le cadre de l'ingénierie territoriale proposée par la Banque des territoires. Et on a souhaité se dire, bah, très bien, la conception, c'est bien, la définition de la programmation, c'est bien, mais comment les questions de gestion doivent être prises en compte, comment elles peuvent être anticipées et quelles sont les contraintes qui sont induites par ces enjeux de gestion. Donc, je vais pas m'en tenir, je vais m'en tenir là pour l'introduction, simplement pour vous dire. Donc, le webinaire est enregistré. Pour les questions, on vous invite à mettre les questions dans le chat qui se trouve sur le côté. Et donc, on prendra des sessions de questions au fur et à mesure des interventions parce que le temps a été très court. Il n'y aura pas nécessairement de séquence dédiée pour le question-réponse. Donc, je vous remercie de votre mobilisation et je laisse la parole à Virginie. À toi de jouer. Merci Marie et bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici dans ce webinaire sur un sujet passionnant et qui concerne beaucoup de collectivités en France. Alors, pour présenter et introduire un petit peu le sujet, donc Simul Impact, qui sommes-nous? On est une jeune entreprise basée à Nantes et on a développé une sorte de calculatrice en ligne des impacts à la fois économiques, sociaux et environnementaux des projets d'investissement des collectivités locales. Donc non seulement en fait on quantifie tout un tas d'impacts, évidemment on va donner des exemples ensuite en s'appuyant sur la recherche scientifique, mais on va aussi exprimer ces différents impacts en euros de manière à en fait pouvoir ramener finalement l'ensemble de ces impacts à un indicateur unique qui est le ROI, donc le retour sur investissement, non pas financier, mais global, qui intègre en fait les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Donc, je vais vous présenter un petit peu la méthode, comment ça fonctionne, et puis on va ensuite se concentrer donc sur un exemple de projet de renaturation d'une rue. Donc, pour préciser un point méthodologique, c'est la méthode de calcul d'impact qui est utilisée. Donc, il faut savoir que c'est une méthode que l'on n'a pas inventée, hein, c'est l'évaluation socio-économique. D'ailleurs, certains d'entre vous la connaissent probablement. Donc, c'est une méthode de calcul d'impact qui est obligatoire sur les grands projets d'investissement de l'État, mais aussi sur les projets d'infrastructure linéaire de transport.
Et c'est vrai qu'en dehors de ces champs-là, finalement, elle reste assez peu connue. Et donc, nous, notre ambition, c'est justement de la démocratiser, de faire en sorte qu'il y ait un réflexe de calcul d'impact pour mieux investir l'argent public. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette méthode? Quelques grands points à retenir. Premièrement, on est vraiment dans... Excuse-moi, Marie, je veux bien que tu restes sur la méthode. Ouais, merci. Oui, pardon. Quelques grands points à retenir. Donc, premièrement, on est dans une logique d'intérêt général, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte les impacts positifs comme négatifs pour l'ensemble des parties prenantes et pas seulement pour la collectivité qui porte le projet d'investissement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on ne va pas faire du calcul d'impact sur un projet d'aménagement d'espace public dans l'absolu. On va en fait comparer deux scénarios. Un scénario où le projet a lieu et où il y a donc des conséquences économiques, sociales et environnementales, et un autre scénario dit de référence où le projet n'a pas lieu, mais où il y a quand même des conséquences économiques, sociales et environnementales. Et donc nous, on va vraiment se concentrer sur le delta entre ces deux scénarios, de manière à pouvoir identifier de ce qui relève spécifiquement des apports, positifs ou négatifs, du projet en question. Dernier point sur la méthode, ça fonctionne en fait en deux étapes. D'abord, on quantifie les impacts en s'appuyant sur des études scientifiques qui sont généralement des études économétriques, donc en fait statistiquement très robustes. Une fois qu'on a quantifié ces impacts, donc pour donner des exemples, on va par exemple calculer des accidents de la route évités grâce à la rénovation de la voirie, ou bien des bénéfices en termes de santé mentale liés à la végétalisation de l'espace public. Donc ça, c'est de la quantification. Et la deuxième étape, une fois qu'on a quantifié, c'est la monétarisation, donc le fait d'exprimer ces impacts en euros. Donc si je reprends les exemples que je vous ai donnés, eh bien, des accidents de la route évités, c'est tout simplement des coûts de santé publique évités. Et même chose pour les bénéfices en termes de santé mentale. Et donc l'intérêt d'avoir tout exprimé en euros, c'est qu'à la fin, on peut faire l'addition-soustraction des impacts positifs négatifs et donc avoir cet indicateur pour 1 € d'argent public investi sur le projet, X euros de retour sur investissement économique, social et environnemental. Donc, Simule Impact, effectivement, Marie, je veux bien que tu tournes la page, s'il te plaît. Merci. Donc, ça fonctionne en fait en modules correspondant à des différents types de projets d'investissement. On a d'abord travaillé sur le sujet de l'éclairage public. Donc, c'est un module qui est désormais disponible depuis le mois d'avril dernier. Et puis, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est donc un autre module qu'on a donc développé en partenariat avec la Caisse des dépôts, donc service Action Cœur de Ville, service évaluation extra-financière, mais aussi en partenariat avec une petite dizaine de collectivités et d'aménageurs publics partenaires. Bon, juste pour information, nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi aller sur d'autres types de projets d'investissement par la suite et donc de pouvoir couvrir le champ le plus large possible en fait des projets d'investissement publics locaux. Donc, pour se concentrer maintenant sur le module espace public, Marie, ouais, merci. Oui, c'est bien, je viens. Merci. C'est ça. Non, je veux bien que tu restes sur la slide d'avant, Non, juste une petite je vais arrêter de introduction. prendre des initiatives, je t'écoute. Merci. Non, c'est juste un petit mot d'introduction, en fait, avant de rentrer dans le cas pratique, entre guillemets. Il faut juste avoir en tête 2-3 éléments. Le premier élément à avoir en tête, c'est que Simule Impact, c'est pas un outil d'ingénierie projet, c'est un outil d'aide à la décision d'investissement, comme d'ailleurs tu l'as très dit, Marie, en introduction. Et donc, de ce fait, c'est assez rapide, en fait, à remplir. En gros, on va demander de préciser les grands paramètres du projet sur la colonne de gauche que vous voyez ici sur l'écran. Et sur la droite, vous avez donc les impacts qui sont calculés en temps réel et exprimés à la fois en euros, mais aussi en unités physiques, par exemple des tonnes de carbone captées par les végétaux. Et donc, on va nous s'appuyer pour faire tous ces calculs, à la fois sur les données que l'utilisateur va rentrer sur les grands paramètres du projet, mais aussi sur nos algorithmes de calcul prédictif qu'on a donc développés en s'appuyant sur les études scientifiques que j'ai mentionnées tout à l'heure, mais aussi sur des bases de données publiques, officielles, qui vont nous permettre en fait d'avoir une approche très fine en termes de géolocalisation. On est à 100 mètres près, et donc on va vraiment avoir une analyse très, très adaptée à la situation locale. Et puis pour finir, on a la possibilité de télécharger un livrable qui va en fait expliquer de manière très pédagogique et transparente comment on en est arrivé à ces résultats-là. Et donc, cette fois, Marie, je veux bien que tu te tournes la page, merci.
Et donc, juste pour information, donc ce module, en fait, il s'appuie enfin, il modélise les impacts de différents types d'interventions dans l'espace public, désimperméabilisation des sols, renaturation, création de pistes cyclables, piétonisation, ajout ou suppression de places de stationnement, réfection de voirie, et puis donc le volet éclairage public qui peut être associé à ces projets-là. Ces interventions, en fait, chacune de ces interventions déclenche, entre guillemets, un certain nombre d'impacts. Je veux bien que tu passes à la page d'après. Et donc, ces impacts, en fait, il y en a une quarantaine en tout qui sont calculés. Donc, évidemment, une quarantaine d'impacts, ça ne serait pas lisible. Donc, nous, en fait, on fait des sortes de regroupements d'impacts. Certains sont positifs, certains sont négatifs. Certains sont parfois positifs, parfois négatifs. Ça dépend, en fait, des paramètres du projet. Et donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails là. Mais donc, on va présenter dans un cas détaillé des impacts qui sont liés au sujet de renaturation, donc à travers un cas d'étude qu'on a donc réalisé en Île-de-France, comme je le disais. Ce qu'il faut juste avoir en tête, un dernier point avant de basculer sur l'exemple, c'est qu'on fait du calcul d'impact plutôt à long terme. Alors, c'est quelque chose qui est tout à fait personnalisable sur la plateforme. Vous pouvez très bien voir, même au bout de 3 ans, 4 ans, quels sont les bénéfices d'ores et déjà acquis du projet. Donc, il y a des bénéfices qui sont obtenables à très court terme. Mais notre recommandation, elle est plutôt de se situer quand même dans une vision long terme. L'idée, c'est vraiment de réfléchir en fait en termes de durée de vie d'un projet d'aménagement de ce type-là. Et donc, on est plutôt en général sur une trentaine d'années pour réaliser ces différents calculs. Donc, Marie, tu peux passer à l'exemple. Donc, on va prendre le cas rue d'une commune en Île-de-France qui a été donc végétalisée et piétonnisée. Mais donc là, en l'occurrence, comme je le disais, on va évidemment se concentrer, puisqu'on est sur le sujet de la nature en ville, sur les impacts liés à la désimperméabilisation et à la renaturation de la rue en question. Donc, c'était quand même un projet assez ambitieux, hein, puisque vous le voyez, donc sur la gauche, vous avez en fait les paramètres rentrés dans la plateforme pour réaliser le calcul. Donc, à peu près 5000 m² désimperméabilisés sur la rue, dont en fait la grande partie, finalement, la majeure partie, pardon, végétalisée, avec une répartition d'à peu près 85% pelouse, 15% arbustes et 70 arbres plantés. Je passe sur les autres interventions qui sont néanmoins prises en compte dans le calcul d'impact, mais donc on va rester focalisé, comme je le disais, sur renaturation et désimperméabilisation. Est-ce que tu peux passer du coup, Marie, à la page d'après? Donc déjà, un premier élément à avoir en tête, c'est donc les résultats du calcul d'impact au global. Donc là, c'est toutes interventions confondues. Donc j'ai tout simplement fait des captures d'écran de la plateforme pour vous présenter les résultats. Donc sur ce projet-ci, on voit déjà un premier élément intéressant, c'est que pour 1 euro d'argent public investi sur ce projet, on aura donc 2,62 € de retour sur investissement, intégrant à la fois les bénéfices et les impacts négatifs économiques, sociaux et environnementaux. Donc, on est bien dans une logique de rentabilité, mais intégrant les impacts environnementaux et sociaux. Donc, ça vaut largement le coup donc, de réaliser ce projet. Ce qu'on voit ensuite, donc c'est un des graphiques qu'on propose. On travaille pas mal sur des sujets de data visualisation des impacts des résultats. Et donc, on a ce premier graphique qui permet de voir l'ensemble des impacts exprimés en euros. Donc, c'est une des clés de lecture de l'évaluation socio-économique, c'est de voir les impacts exprimés en euros, mais on peut aussi les voir plutôt en unités physiques, par exemple avec des mètres cubes d'eau. J'y reviendrai un petit peu après. Donc, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que c'est assez net, hein. On a en fait des impacts positifs. On en a 3 qui ressortent particulièrement sur ce projet. Un premier impact qui n'est pas directement lié à la renaturation ici, puisque c'est le volet activité physique. Donc, c'est toute la partie en fait report modal de la voiture vers la marche à pied et le vélo. Donc, les gens font plus de marche à pied, plus de vélo, c'est des bénéfices en termes de santé publique. Et puis, vous avez un autre impact qui, pour le coup, lui, est en partie lié à la renaturation. C'est tout le volet qualité de vie. Donc, en fait, c'est finalement la valeur que la population accorde au fait de bénéficier d'un environnement, d'un cadre de vie plus verdoyant, moins chaud lors des pics de chaleur, mais aussi un espace vert à proximité de chez soi pour les sports et les loisirs. Donc, on voit bien qu'ici, on a un impact très fort.
Et puis, troisième impact qui ressort nettement positif, c'est donc l'augmentation de la valeur du patrimoine immobilier liée à la fois à la végétalisation et à la piétonisation. Donc, en fait, on sait que ces interventions-là vont en fait créer derrière une augmentation de la valeur du patrimoine immobilier aux alentours du projet. Je reviens juste sur la partie qualité de vie pour préciser comment est-ce qu'on peut calculer ce genre d'impact-là. En fait, on utilise ce qu'on appelle des études de consentement à payer. Donc, c'est en fait des études qui font révéler à une population donnée, donc toujours sur une base de statistiques fiables, quelle est la somme virtuelle qu'il serait prêt à payer pour bénéficier d'un avantage ou éviter un inconvénient. Et donc là, en l'occurrence, c'était des études qui étaient vraiment orientées sur cette notion de cadre de vie plus verdoyant. Et donc, évidemment, nos calculs sont appuyés sur les bases de données de la population autour du projet. Et donc là, en l'occurrence, comme on était en Île-de-France, il y a évidemment pas mal de personnes concernées. Un dernier petit point sur le graphique de droite, c'est une autre façon de visualiser les résultats. Donc cette fois, c'est la répartition des bénéfices par partie prenante. Donc ce qui est intéressant de voir ici, c'est que la collectivité qui porte le finalement, elle a assez peu de bénéfices, en tout cas directement imputables enfin, qui lui sont directement imputables, je vais y arriver. Mais par contre, ce qu'on voit bien, c'est que, en revanche, les habitants et de très loin sont les premiers bénéficiaires de ce type d'intervention. Et la société française également, en fait, la société française dans le sens où il y a beaucoup d'éléments qui sont liés en fait à des bénéfices en santé publique. Et donc ça, ce sont des coûts de santé publique en moins. Et donc, l'ensemble des Français, finalement, nous sommes bénéficiaires de ce type d'intervention. Donc, ce qui est intéressant, en fait, dans ce graphique-là, c'est qu'on en revient au propre de l'action publique, finalement, et on voit bien que la collectivité, la commune, ici, elle intervient vraiment au bénéfice de l'intérêt général. Donc, voilà pour la petite introduction sur les résultats un peu dans une approche un peu globale. Je vais maintenant passer aux résultats plus détaillés par type d'impact. Donc, vous voyez ici donc, les résultats présentés donc, toujours sur des calculs effectués sur 30 ans. Et donc, en dehors du coût d'investissement, qui est le coût d'investissement global, ici, on ne présente que les impacts directement imputables à la désimperméabilisation et à la renaturation de la rue en question. Donc, on va identifier dans ce cas-là des impacts négatifs, évidemment le coût d'investissement, mais aussi des coûts d'entretien. Donc, ici, à 30 ans, on estime à peu près à cette somme-là, 771 000 euros, les coûts d'entretien nécessaires sur le projet. Et puis, donc, vous avez un certain nombre de bénéfices en face. Donc, à commencer par du carbone et des polluants qui sont captés par les végétaux plantés. Donc ça représente quand même un peu plus de 103 tonnes captées sur 30 ans et donc une valeur socio-économique de 25 000 euros. Pour la valeur socio-économique, pour info, ici, on utilise des valeurs qui sont fixées par l'État sur la valeur du carbone. Le volet gestion de l'eau, on a ici comme bénéfice du projet à peu près 2700 mètres cubes d'eau infiltrés par an et donc des bénéfices en termes de rechargement des nappes phréatiques. Et également, dans ce cas-ci, des coûts d'assainissement évités grâce au projet. On a également un bénéfice en termes de baisse des nuisances sonores dues aux voitures. En fait, globalement, on a la végétation ici qui va permettre en fait de diminuer les nuisances sonores d'à peu près 2 décibels, donc ce qui représente un bénéfice socio-économique pour à peu près 3000 personnes bénéficiaires de 74 000 euros. En termes de qualité de vie, je l'ai mentionné tout à l'heure, donc c'est les fameuses études de consentement à payer qui nous permettent donc de donner la valeur accordée par la population au fait de bénéficier d'un cadre de vie plus agréable, plus vert, moins chaud. Et donc ici, ça se chiffre à peu près 1,9 million d'euros, donc c'est évidemment un impact majeur. Et puis, on a également deux autres impacts en termes de santé publique liés à la végétalisation. Donc, premier impact, en fait, on a une baisse des températures dues aux différentes interventions. Cette baisse des températures permet de baisser, en fait, la surmortalité et les hospitalisations qui ont lieu lors des pics de chaleur urbains. Donc, à peu près 820 000 euros de bénéfices, du coup, en termes de santé publique liés à cette intervention-là. Et puis, un autre bénéfice que j'ai d'ailleurs mentionné en exemple tout à l'heure, c'est donc les bénéfices en termes de santé mentale. On a environ 80 soins ici qui vont être évités.
Et donc ça représente un bénéfice de 440 000 euros sur 30 ans. Dernier bénéfice directement lié au sujet de renaturation, c'est donc le patrimoine immobilier qui donc verra sa valeur augmenter à peu près à hauteur de 1,8 million d'euros dans ce cas-ci. Dernier point, et je vais ensuite passer la main ou répondre à des questions en fonction du temps qu'il reste. Marie, si tu peux mettre la dernière page. Merci. Donc là, c'était juste pour terminer sur une autre clé de lecture qui peut être intéressante, c'est la question du coût de l'inaction. En fait, si vous ne faites pas ce projet, enfin si la commune ne fait pas ce projet, on peut estimer qu'il y aura malgré tout des coûts directs et indirects à hauteur d'à peu près 12 millions d'euros qui seront dépensés par les différentes parties prenantes. Et donc ça, c'est aussi intéressant dans la période dans laquelle on est évidemment d'avoir cette façon de lire les résultats, puisque on calcule à la fois des bénéfices nets et des coûts et dommages évités. Et donc, en se concentrant sur le volet coûts et dommages évités, on peut ainsi en miroir déterminer le coût de l'inaction sur ce projet-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et donc, Marie, je te laisse voir s'il y a le temps de répondre à quelques questions ou pas. Peut-être, là, il n'y a pas forcément de questions dans le chat, mais est-ce que vous avez voilà, est-ce qu'il il y a des souhaits de questions? On peut prendre 5 minutes jusqu'à 30. Il y a une première question sur comment mesurez-vous le coût de l'inaction? Je sais pas, Donc, du Virginie, coup, si tu c'est peux répondre. Ouais. Ouais, bien sûr. C'est en fait ce que j'expliquais à l'instant, quand on regarde les bénéfices, enfin les impacts qui sont calculés, on a à la fois des bénéfices nets, comme par exemple les tonnes de carbone captées par les végétaux plantés. Donc ça, c'est du bénéfice net. Sans le projet, il n'y a pas ce bénéfice, mais il n'y a pas non plus de dommages, entre guillemets. Et à côté de ça, on a une autre lecture qui sont plutôt des dommages évités. Si je reprends, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? L'activité physique. Si on ne fait pas le projet, les gens vont continuer à davantage utiliser la voiture et vont moins faire de marche à pied et de vélo que si on fait le projet. Et donc, de ce fait, les coûts de santé publique qui sont liés au fait de moins faire de marche à pied et de vélo, ces coûts-là seront quand même dépensés. Donc, en fait, on a vraiment la possibilité de lire les résultats sous l'angle coûts et dommages évités. Et donc, si on ne fait pas le projet, eh bien, ces coûts et dommages évités ne seront pas évités. Et donc, ils auront lieu. Et on a à ce moment-là la possibilité donc, de le chiffrer de la sorte. Merci beaucoup. J'enchaîne parce qu'il y a beaucoup de questions. Je vais te les donner à la chaîne pour OK, que tu puisses répondre. Et après, moi, j'en rajouterai une autre, d'accord. mais très rapidement. Donc, il y a une première question. À quel niveau d'avancement doit être le projet pour être soumis à cet outil? Donc, OK. il y a une autre question. Donc, par rapport à l'impact négatif d'entretien, quel est le solde par rapport à l'entretien actuel, en prenant en considération la réfection des voiries sur 10 à 30 ans? Après, il y a une question qui était la question que je voulais poser. C'était voilà, comment on fait pour accéder au simulateur et pour accéder à la plateforme? Et une dernière question, c'est sur quelles données sont basés les calculs de bénéfices économiques des impacts? Donc, il y a beaucoup de questions de nature un petit peu différente, mais voilà, si tu peux donner quelques éléments. Ouais. Alors, donc, sur la question de l'état d'avancement des projets, nous, en fait, on a justement beaucoup travaillé avec nos différents partenaires pour pouvoir répondre en fait à tout moment de l'état d'avancement du projet. Et donc, c'est pour ça qu'on a notamment beaucoup travaillé sur des valeurs par défaut qui permettent de, même quand on est au stade très initial de la réflexion, d'avoir quand même des premières estimations qu'on va ensuite pouvoir, bien sûr, affiner au fur et à mesure que la conception du projet avance. Et puis, on peut aussi arriver finalement sur un projet déjà ficelé, déjà livré. On a par exemple eu le cas de certains de nos partenaires qui ont utilisé les résultats en fait dans les discours d'inauguration des projets. Donc là, évidemment, les données étaient extrêmement précises, le projet était plus qu'avancé. Et donc voilà, donc ça fonctionne finalement à tous les moments. La question des coûts d'entretien. En fait, de manière générale, comme je l'expliquais au début sur la méthodologie, on a toujours cette différence entre les coûts ou les bénéfices liés au projet et la situation de référence. Et donc, nous, en fait, on a des hypothèses de coûts d'entretien moyens de la situation de référence. Et donc, on fait vraiment la comparaison entre les deux. Et c'est pour ça qu'on a une petite partie, quand on configure un projet, où on doit décrire un petit peu le type de contexte dans lequel on est, parce que du coup, les coûts moyens utilisés sur la situation de référence sont adaptés en fonction de ça. Si, par exemple, vous êtes dans une situation rurale, c'est pas la même chose que si vous êtes en centre-ville.
Et pardon, les autres questions. L'accès à la plateforme. L'accès à la plateforme, donc en fait, ça fonctionne par abonnement d'un an pour le module. Et l'idée, c'est vraiment que les communes, les agglos soient libres de faire le maximum de projets, de calculs qu'elles souhaitent. Et donc, voilà, on a des coûts plutôt accessibles. On est à 3 000 euros l'abonnement d'un an pour une commune et 7 000 euros pour une agglo. Sur les datas utilisées, alors là, il y en a plein, donc je ne vais pas pouvoir tous les lister. En fait, on a à chaque impact qu'on calcule, il y a en fait un mélange de data données par l'utilisateur, c'est-à-dire par exemple le nombre de mètres carrés désimperméabilisés, et de data officielles de base de données. Donc si je reprends, on pourrait prendre par exemple la partie immobilière, et bien là, en fait, on utilise des bases de données de l'INSEE qui nous donnent le nombre de logements dans un rayon de, alors j'ai plus en tête, je crois que c'est 150 mètres carrés autour du projet, 150 mètres, pardon, un rayon, autour du projet. Donc ça, c'est l'INSEE qui nous donne le nombre de logements. Après, on a une autre base de données de je ne sais plus quel ministère qui nous donne le coût moyen des logements géolocalisés, en fait, hein. Et puis, on utilise encore d'autres bases de données sur le taux de rotation moyen dans l'immobilier. Donc, vous voyez, en fait, il y a plein de bases de données utilisées. Et c'est pour ça que nous, on fait vraiment attention à donner tous les détails des calculs pour que vous puissiez tout simplement voir la robustesse des calculs, hein. Comme je le disais, l'idée, c'est d'être en tiers de confiance et pas une sorte de boîte noire du calcul d'impact. Merci beaucoup. Bon, je me permets une dernière question, voilà, avant de te remercier. Alors, dernière question, au-delà des questions de mesure, quels usages de la solution dans le financement du projet? Est-ce que tu peux nous donner plus largement des exemples d'usages qui peuvent être faits de la plateforme, des résultats de la plateforme, peut-être en fonction de la vie, du projet? Alors, je pense qu'il y a deux usages principaux. Il y a clairement le côté arbitrage entre des options de projet quand on est dans la phase vraiment de conception. Donc, évidemment, ça va avoir des impacts financiers derrière sur les choix des options proposées. Donc, ça, c'est un premier usage. Et puis, il y a un deuxième usage, c'est finalement l'utilisation des résultats pour renforcer ces dossiers de demande de subvention, puisqu'on va permettre ainsi de valoriser que ça vaut vraiment le coup de faire le projet, quoi. Merci beaucoup. Alors, si on veut accéder à la plateforme, est-ce qu'on t'écrit? Est-ce qu'on a, moi, je peux donner dans le mail récap, Bien sûr. je peux donner voilà, des éléments pour les participants qui seraient intéressés par la solution. En tout cas, merci, Avec merci plaisir. beaucoup. Merci Marie. Et merci beaucoup de cette présentation. Merci d'avoir pris les temps de donner et d'expliquer un petit peu comment fonctionnait l'outil et en quoi ça pouvait servir le raisonnement dans la conception de projets autour de la végétalisation des espaces publics. Et donc voilà, directement, on a souhaité faire une présentation sur deux sujets parce il nous a semblé qu'il y avait tout un intérêt de mettre en dialogue les deux sujets et le focus que j'ai introduit à présent sur la gestion des espaces de la nature en ville. Donc écoutez, je ne perds pas plus de temps. Marie, Benjamin, Pierre-Antoine, je vous laisse vous présenter, je vous laisse démarrer et puis vous me dites quand je passe les diapositives. Ça marche, merci beaucoup Marie. Je vais commencer par prendre la parole et je laisserai ensuite mes collègues se présenter lors de leur prise de parole respective. Donc moi je suis Pierre-Antoine Thévenin, je suis ingénieur en écologie urbaine et chef de projet à écologie urbaine et citoyenne. Et donc dans le cadre de cette mission, nous avons envoyé un questionnaire un public assez large de gestionnaires de patrimoine végétalisé, afin de pouvoir un petit peu mieux comprendre le déploiement de la gestion écologique à travers leurs projets, leurs différentes stratégies, essayer d'en retirer certains éléments qu'on a ensuite consolidés par des entretiens en direct avec certains des participants. Et ça nous a permis, à l'issue de tout ça, de dégager 6 catégories de leviers, on va dire, pour mieux prendre en compte les enjeux de gestion et qui touchent à différentes dimensions, que ce soit des dimensions politiques, de moyens ou d'échelle. Donc sur cette diapositive, on a les premiers constats qui vont vous être présentés. Donc tout d'abord, on avait posé une question, enfin une série de questions sur, selon les participants, quels étaient les prérequis à la gestion écologique. Donc ce qui est principalement ressorti, c'était les portage politique, l'organisation et les compétences. C'est ce qui est revenu le plus, principalement pour les grandes et moyennes collectivités qui étaient majoritaires dans les réponses que nous avons reçues. Les plus petites communes qui ont répondu, il y en avait certaines, ont toutefois montré un enjeu plus important sur tout ce qui était temps et moyens financiers. Il y avait une vraie différence sur ce point-ci.
L'avantage du portage politique, c'est que pour pas mal de communes, ça démontre une chance, une force qui influe sur d'autres aspects de la gestion, que ce soit la transversalité pour essayer de dégager des synergies avec d'autres services, les besoins de moyens, la possibilité de débloquer des moyens supplémentaires pour gérer ces espaces, et également ça peut jouer sur la perception des habitants dans le sens où le portage politique permet de maintenir un cap si jamais il y a certaines réactions qui pourrait être de nature à remettre en cause certains aspects de la gestion écologique. Donc sur le patrimoine végétalisé en lui-même, ce qu'on a pu constater, c'est que la majorité des répondants nous ont rapporté une augmentation de la quantité d'espaces verts à gérer, bien souvent à moyens constants, c'est-à-dire pas d'augmentation de moyens pour gérer ces nouveaux espaces verts. Euh, et ce manque de moyens a été, parfois paradoxalement, à l'origine de pratiques plus écologiques, à l'émergence de ces pratiques qui étaient un petit peu plus économiques. Euh, Toutefois, c'est efficace que jusqu'à un certain point. La gestion écologique, ça demande quand même un minimum d'investissement pour être déployé à grande échelle. On y reviendra un petit peu plus tard en matière de formation, de matériel, etc. Et cette gestion écologique aurait pu être facilitée si elle avait été anticipée sur les nouveaux projets, en associant par exemple systématiquement les services aux démarches de conception, ce qui, d'après les réponses que nous avons reçues, n'est pas vraiment systématiquement le cas. Sur la diapositive suivante, on peut regarder plus en détail le besoin, on va dire, en connaissances, en formation. Donc la plupart des collectivités qui ont répondu estiment avoir de bonnes connaissances, mine de rien, de la gestion écologique. Il y a une documentation qui existe et qui est assez importante à l'heure actuelle. En ce qui concerne les formations, elles sont plus en lien avec l'environnement pour les jardiniers, l'amélioration de leurs pratiques, on peut penser à la taille raisonnée par exemple, aussi sur un certain aspect redonner du sens au métier à travers ces formations. Pour les grandes métropoles, on a aussi un besoin de formation un peu plus spécifique pour des agents à un niveau un peu plus stratégique, on peut penser à des écologues conseils par exemple, ce qu'on ne retrouve pas sur des structures un peu plus réduites en matière de taille. Et si le CNFPT est privilégié pour ces formations, toutes les formations attendues par les collectivités ne sont pas forcément dessus, ce qui a pu créer pour certains quelques difficultés. En ce qui concerne les services en lien avec la gestion des espaces végétalisés, le service des espaces verts se trouve à l'interface, on va dire, de différents espaces, de différentes compétences. On a pu constater une collaboration entre services selon le partage de compétences qui peuvent parfois se chevaucher. On peut penser à déchets et espaces verts sur les voiries, jeunesse et sport et espaces verts sur les cours d'école, etc. Et également sur des sujets annexes, souvent qui ont un fort poids réglementaire. On peut penser à la gestion de l'eau, à la gestion des espaces naturels, des espaces forestiers, où là, il y a souvent un lien qui doit être fait avec des prestataires extérieurs spécialisés, et parfois même des associations, on peut penser à la LPO qui intervient avec certaines collectivités. Euh, la synergie qu'il peut y avoir à l'échelle d'intercommunalité est particulièrement intéressante. On a des intercos qui ont des postes dédiés à la coopération sur les sujets environnementaux, ou même une direction commune, ce qui permet de faciliter un certain nombre de liens entre ces différents services. Sur la diapositive suivante, on revient sur les difficultés qui ont été rencontrées en lien avec la mise en place de la gestion écologique. Bien souvent, c'est le manque de temps et le manque de moyens qui revient assez souvent. Bien souvent, c'est lié à l'évolution du matériel qui a un coût. On utilise un matériel qui est plus spécialisé. En arrêtant de faire tous les espaces de manière homogène, par exemple à la tondeuse des broussailleuses, eh ben, on a aussi besoin de faucheuses, de gyrobroyeurs. Et bien souvent, c'est des matériels qui vont être plus conséquents aussi, puisque en intervenant 2 fois par an au lieu de 20 fois, par exemple, eh ben, ça implique des machines qui peuvent être un peu plus grandes si on veut éviter une augmentation de la pénibilité pour les agents. Et le manque de moyens humains, principalement, est lié, ce qu'on a pu voir, au temps nécessaire pour le suivi, avoir des personnes compétentes et formées aux nouvelles pratiques, etc. Et enfin, on avait certaines questions qui ont porté sur le retour des pratiques de gestion. Alors si bien sûr on a retrouvé un certain nombre de retours négatifs de la part principalement d'habitants sur l'aspect esthétique notamment, on a pu constater que beaucoup des participants au questionnaire avaient fait part de réponses positives de la part des citoyens. Alors c'est peut-être un petit peu biaisé, on n'a pas eu de quantification très rigoureuse, on va dire, de ces choses-là. Mais c'est assez intéressant à noter que voilà, il y a pas mal de collectivités qui répondent avoir qui mentionnent des retours assez positifs, et au final, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je passe la parole pour la diapositive suivante. Ouais, merci Pierre-Antoine. Donc, je vais prendre la suite. Benjamin Collin, je suis chef de projet chez Biotop. Et donc, pour reprendre pour Biotop, qui est un bureau d'études en écologie et en biodiversité. Et donc, pour reprendre la suite de la présentation, donc, il y avait un dernier constat qui était que les espaces verts, par leurs fonctions, ont beaucoup évolué au cours des dernières années au niveau des attentes. Donc, initialement, ils avaient plutôt une vocation esthétique et récréative.
Et ils se sont diversifiés avec différents services attendus. Donc, dans un premier temps, il y a une dimension vraiment fonctionnelle et utilitaire, avec par exemple la gestion des eaux pluviales urbaines. Le deuxième point, c'est l'amélioration du cadre de vie. Les espaces verts sont des espaces récréatifs, de santé, de tourisme, pour des activités sportives. Et aussi, on a eu le sujet de l'agriculture urbaine qui est un peu ressorti. Les espaces verts aussi sont support de biodiversité. Les espaces urbains sont assez peu perméables à la biodiversité et donc il y a vraiment un enjeu de continuité écologique sur ces espaces-là. Et aussi, ce qui est beaucoup ressorti dans les échanges, c'est l'adaptation au changement climatique et la gestion des risques naturels en général. Donc, tout ce qui va être GMAPI, inondation, la réduction des îlots de chaleur urbains et le stockage du carbone. Aussi, ce qui est ressorti, c'est que la réponse aux attentes des usagers, que ce soit les usagers actuels ou futurs, et que ce soit des attentes réelles ou supposées par nos interlocuteurs, elle reste la priorité dans le choix du type de gestion et des objectifs des espaces verts, plutôt que les enjeux environnementaux ou financiers. Et aussi, ce qu'on a remarqué lors des entretiens, c'est qu'en fait, les espaces verts, ils sont la résultante de nouvelles acquisitions foncières, mais ils peuvent aussi être des changements de destination, comme la création de parcs dans certains espaces imperméabilisés, ou liés à l'accompagnement de grands projets qui intègrent de plus en plus des solutions fondées sur la nature, comme des projets de renouvellement urbain, des aménagements de voiries, des pistes cyclables ou des équipements. On peut passer à la suite. Donc ensuite, maintenant qu'on a fait les constats, on s'était interrogé sur les leviers pour faciliter le déploiement de la gestion écologique de la nature en ville, notamment dans un contexte d'accroissement de la végétalisation des centres-villes et de la diversification des usages associés. Le premier levier qui a été identifié, c'est l'anticipation de la gestion dans les nouveaux projets. Ça, c'est le premier axe. On peut passer à la diapositive suivante, merci. Et donc, le premier levier qui a été identifié, qui a été remonté par les collectivités, c'est le portage politique. Comme Pierre-Antoine l'a dit précédemment, il est vraiment important pour asseoir les projets et tenir le cap, entre guillemets. Donc, le premier point qu'on a relevé, c'est vraiment la sensibilisation et l'implication des élus dans la conception des projets. On a remarqué que les collectivités qui arrivaient le mieux à porter ce genre de projet de végétalisation avaient souvent un élu référent, que ce soit à la transition écologique ou au cadre de vie. Et c'est un élu du coup qui va vraiment porter le sujet au sein de la collectivité. Les argumentaires à développer auprès des élus, donc je pense que l'outil Cibule Impact, il est là pour ça, mais nous, ce qu'on avait identifié, c'est vraiment l'adaptation nécessaire aux effets du changement climatique qui sont déjà présents. C'est aussi un atout pour la qualité de vie et l'attractivité du territoire. Et aussi, on a des financements qui sont disponibles, du moins sur la partie projet, comme l'avait dit Marie au tout début de la présentation. Le deuxième volet, c'est l'intégration de la végétalisation dans les documents stratégiques pour pallier l'absence de réglementation nationale ou de normes ambitieuses sur la nature en ville. Donc, ça peut passer par des démarches réglementaires, comme le PLU, avec la définition l'inscription de coefficients de biotope dans les nouveaux projets, ou de la déclinaison de trames vertes et bleues locales. Et aussi, on a eu le retour de démarches volontaires ou d'accompagnement, comme des chartes ou des plans en arbre sur la ville de Rennes ou le Grand Poitiers, qui visent à donner un cadre et à donner des engagements respectifs entre la ville, ses partenaires publics et ses partenaires privés. On peut passer à la suite. Donc, les leviers pour faciliter la prise en charge de nouveaux patrimoines végétalisés, on en a identifié plusieurs. Donc, le premier, vraiment le plus important, c'est d'anticiper la gestion dès la conception. Donc, ça peut être, on a eu des retours, par exemple, de collectivités qui impliquent vraiment les agents au moment de la conception, vu qu'ils sont les plus à même de connaître les moyens nécessaires en termes d'outils, de temps, de technique aussi. Est-ce que c'est mécanisable? Est-ce que c'est plutôt manuel? Donc, il y a ce travail d'évaluation de la charge de travail. Par exemple, il y a des collectivités qui ont un peu des retours d'expérience en interne et qui savent que tant d'hectares d'espace vert nécessitent tant d'agents. Et ça permet aussi d'anticiper les besoins de recrutement. Il y a un travail aussi à faire au niveau de la palette végétale pour s'assurer que celle qui est choisie ne nécessite pas trop d'entretien, ne nécessite pas trop d'arrosage. Il y a aussi le sujet de l'accessibilité des espaces. Est-ce qu'ils sont vraiment accessibles pour la gestion facilement? Et aussi la préparation de l'acquisition des moyens techniques comme les points d'eau pour l'arrosage.
Ce qu'on avait identifié aussi, c'était qu'il y avait un besoin d'organiser progressivement le transfert des espaces verts de la maîtrise d'œuvre à la maîtrise, enfin, du maître d'œuvre au maître d'ouvrage. Et ça peut passer par exemple avec des garanties de reprise qui s'étalent sur 1 à 4 ans pour assurer la finalisation et le remplacement des sujets en cas de dépérissement. Et aussi, on a des collectivités qui demandent aux concepteurs des cahiers techniques qui dictent les intentions, les objectifs des espaces verts et la gestion qui est attendue pour avoir vraiment une transmission de l'information au cours de la vie du projet et que quand la collectivité récupère la gestion, elle sache quelles étaient les intentions et les objectifs. En parallèle de tout ça, du coup, il est nécessaire de préparer et optimiser la gestion. Donc, on a beaucoup échangé autour des outils de planification de la gestion, donc les plans de gestion, les inventaires du patrimoine arboré et aussi tous les outils de suivi SIG ou cartographique qui permettent un peu de planifier la gestion. Aussi, la création de nouveaux espaces végétalisés, c'est une opportunité pour réfléchir la stratégie de gestion de la ville, enfin de la collectivité, et d'appliquer un plan de gestion différencié à l'échelle du territoire et de revoir en fait quels sont les niveaux d'intervention voulus pour quels espaces. Donc en termes de préparation, il y a aussi le renforcement des équipes et la formation des agents et la coopération entre services, et ça on y reviendra un peu plus tard. Je passe On peut passer à directement. la diapositive suivante. Mhm. Je crois que je passe la main à Marie. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Marie Daquet du cabinet Espelia et donc j'interviens sur les politiques publiques, sur les différents sujets environnementaux. Et donc, voilà, ce qui est assez clair en fait, c'est que au regard de leur fonctionnalité, les espaces de nature en ville se trouvent en fait associés à différentes compétences. En fait, ils ont quand même, on peut dire, une position en centrale pour répondre à différents enjeux, que ce soit des enjeux, alors je les ai pas tous cités ici parce que ce serait assez long, mais des enjeux notamment de gestion de l'eau avec, comme on disait tout à l'heure, ce qui a été dit tout à l'heure, tout ce qui est rechargement des nappes, des enjeux aussi de gestion des eaux pluviales urbaines, puisque quand une collectivité en fait va développer une stratégie alternative des eaux pluviales alternatives aux tout tuyaux, on va penser les espaces de nature en ville, on va faire en sorte aussi qu'ils puissent gérer ces eaux pluviales. Donc on a beaucoup d'exemples comme ça qui peuvent être mis en avant. Et donc en fait, ce positionnement en fait du sujet en fait des espaces verts et des espaces végétalisés en ville à la croisée de différentes compétences ou thématiques, en fait, ça constitue aussi une opportunité d'avoir une gestion cohérente sur l'ensemble du territoire. C'est pas forcément simple parce que certaines compétences sont portées par les communes, tandis que d'autres vont être portées par des EPCI, par des intercommunalités ou par des syndicats. Mais en tout cas, il y a un enjeu à réfléchir à une échelle plus large qui englobe les différents services. Et c'est ce qu'on voit aussi quand on voit aussi qu'en fait, il y a de nombreux services, dans ce que disait Pierre-Antoine tout à l'heure, de nombreux services aussi, des services en charge des espaces verts travaillent avec d'autres services, soit de leur commune, soit d'autres collectivités. Donc ça va impacter en fait cette organisation, ce positionnement à la croisée de différentes compétences. Ça impacte en fait l'organisation et la mutualisation des missions entre agents. Et en fait, on a eu des retours d'expérience de collectivités qui étaient très intéressantes, où on voyait justement un rôle clé des différents échelons, dont l'échelon intercommunal dans le partage et la mise en commun de ressources. Donc ça passait par exemple avec la création d'outils d'outils et d'espaces de partage d'informations, de retour d'expérience entre collectivités, ce qui permettait parfois, alors sur des métropoles, des communautés d'agglos ou même sur des territoires
des territoires plutôt de type communauté de communes, en fait, de mettre en place une approche sur la ville-centre et petit à petit, en fait, de pouvoir les s'aimer, en fait, et de pouvoir apporter un appui sur les autres villes qui sont peut-être moins urbaines ou moins denses. Et ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'il y avait parfois la mutualisation de moyens entre les différents échelons sur des postes type écologue ou au travers de services mutualisés, ce qui permet d'autant plus la diffusion en fait de pratiques. Euh, voilà. Et donc, ce qu'on constatait aussi, c'est qu'on avait des équipes opérationnelles qui étaient de plus en plus près du terrain. Et par contre, un petit revers aussi, c'était de dire qu'il était nécessaire, en fait, de bien définir le périmètre de chacune des compétences pour clarifier aussi les rôles et responsabilités. Voilà. Et en fait, si on suit aussi cette logique en fait de compétences qui impacte en fait sur l'organisation des services, derrière, en fait, quand on parle de gestion de la nature en ville et gestion des espaces végétalisés, en fait, derrière, en fait, ça veut dire qu'il va falloir euh, recruter de nouveaux profils, mettre en place des formations internes ou externes et créer aussi des dynamiques entre services, ce qui n'est pas forcément, voilà, ce qui nécessite aussi de faire évoluer des choses au sein des collectivités. Donc, ce qu'on a pu constater en fait des échanges avec les collectivités, c'est que les services en charge des espaces de nature en ville se renforcent fréquemment avec le recrutement de nouveaux profils qu'on ne rencontrait pas forcément au niveau de ces services au niveau des... Voilà. Donc, on va avoir du renforcement au niveau de la conduite d'opération, au niveau des écologues. Euh, on recrute de nouveaux profils, ça veut aussi dire en fait qu'on fait évoluer les modes de faire. Donc, on va avoir des évolutions aussi au niveau du management. Et dans le management, l'idée, ça va être progressivement de conduire les agents à adhérer au changement de pratique. Et ce qu'on constate aussi, c'est que du coup, le métier d'agent des espaces verts offre désormais plus de place à l'initiative personnelle et offre désormais un espace d'expression. On voit aussi en fait que les agents dans certaines collectivités nous disaient, mais moi, mes agents maintenant, en fait, ce sont un peu des ambassadeurs de bonnes pratiques quand ils travaillent. On les forme aussi à donner certains conseils en fait aux usagers qui viennent leur poser des questions, à expliquer leur métier, etc. Donc on a ce lien avec l'usager qui se renforce. On a aussi certaines collectivités qui nous disent, bah, pour faire adhérer au changement, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on incite en fait les agents à se former par eux-mêmes, à faire de la veille, etc. Par contre, ce qui est aussi indispensable, en fait, et on revient à des choses qu'a pu dire Benjamin tout à l'heure, c'est le portage politique, puisque bien sûr, pour faire évoluer l'organisation au sein des services, il est nécessaire que ce soit porté politiquement. Voilà. Et sur le lien ensuite entre l'adéquation entre les besoins de la gestion écologique avec les moyens humains et techniques, on a d'abord, sur ce point spécifique, la nécessité du changement de matériel, je l'avais déjà abordé précédemment, qui devient plus spécialisé, potentiellement plus conséquent. Euh, donc là, pour le coup, c'est quelque chose qui doit bien être anticipé et intégré dès le changement, dès la volonté de changement de gestion vers une gestion un peu plus écologique, sous peine de se retrouver face à de très mauvaises surprises quand on a ce passage à cette gestion qui est effectué. Il y a la possibilité de mutualiser du matériel, ce qui peut être intéressant, que ce soit au sein d'une même collectivité entre différents services ou au sein de plusieurs collectivités, avec l'intérêt des organisations d'intercommunalité, par exemple. Toutefois, attention, ça peut présenter certaines limites. On a des prestations qui vont avoir lieu sur des moments spécifiques de l'année. Et donc, on va avoir un même besoin en même temps pour les différentes communes. Voilà, donc sur certains aspects, ça peut être intéressant de mutualiser le matériel, mais ça présente certaines limites, donc c'est vraiment quelque chose qui doit être bien pensé en amont, bien organisé. Ensuite, sur le,
la gestion des ressources humaines, on a le fait qu'une gestion écologique implique aussi une nouvelle organisation. Il va y avoir des nouvelles tâches à effectuer, des pratiques existantes qui vont devoir être modifiées, des calendriers des opérations qui changent. Ça peut être une opportunité de redéfinir la gestion des ressources humaines et techniques. Un même jardinier peut couvrir des surfaces beaucoup plus grandes grâce à la baisse de fréquence des interventions. Il aura sans doute besoin de formation pour les nouvelles tâches, les nouvelles machines qu'il va devoir manipuler, etc. Et c'est aussi une opportunité d'associer les agents à certaines pratiques jugées jusqu'à présent un peu plus stratégiques, on va dire, que ce soit la palette végétale, ça c'est quelque chose qui est déjà fait dans pas mal de collectivités, mais du coup spécifiquement sur la gestion différenciée, par exemple, ça va être le zonage des typologies de gestion. À quels endroits est-ce qu'on va avoir besoin d'une gestion particulièrement intense, en lien avec les usages ou le style paysager et architectural, ou des zones où on pourra avoir une gestion un petit peu plus naturelle. Et donc, il pourrait être intéressant que les jardiniers qui ont une expertise de terrain dans ce domaine-là puissent aussi intervenir dans la décision, la conception du plan de gestion avec la répartition de ce zonage. Une autre solution, ça consiste à agir cette fois-ci directement sur les espaces eux-mêmes, en remplaçant par exemple des parterres d'annuels par des vivaces, en choisissant des essences qui sont plus adaptées à leur milieu et qui nécessitent moins d'intervention. C'est une méthode assez intéressante qui permet de faire diminuer la charge d'entretien sans forcément toucher à l'organisation, tout en ayant un gain écologique. Donc, on va dire tout bénef, même si voilà, ça va avoir un changement au niveau de l'esthétique, ce qui va être mis en lien avec la sensibilité des différents usagers, comme on a pu le voir précédemment et comme on va le voir un petit peu plus loin. Je passe. Tout à fait. Donc, ça fait le lien avec le quatrième levier qu'on a identifié, qui était la sensibilisation pour améliorer le portage politique et l'acceptabilité par les habitants. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Donc, l'enjeu de la sensibilisation, il est important puisque, sur les élus et les habitants, puisque l'un influence l'autre. Au niveau des élus, donc, on l'a déjà évoqué avec le portage politique, la valorisation des services écosystémiques rendus par la nature en ville et la disponibilité des financements. Et du côté des habitants, donc, on a vu globalement qu'il y avait des retours assez positifs sur les nouveaux projets, les nouvelles pratiques. Dans certaines collectivités, on a encore des retours parfois négatifs. Mais ce qui était intéressant, c'est que certaines collectivités qui ont mis en place ces pratiques de végétalisation et de gestion écologique depuis assez longtemps et qui les ont généralisées, elles disent souvent ne plus avoir de retours négatifs, comme si ça avait été en fait, les personnes s'étaient habituées et avaient accepté les nouvelles pratiques et compris en fait aussi l'intérêt pour leur cadre de vie. Donc il y a un peu une possibilité de sensibilisation et d'habituation par l'exemple. Et sinon, au niveau des stratégies de sensibilisation, donc, ce qui est ressorti, c'est que beaucoup de collectivités mettent en place une communication proactive et anticipée et pédagogique, donc sur la valorisation des services écosystémiques, encore une fois, et leurs conséquences, donc prévenir de quelles vont être les évolutions des espaces grâce aux pratiques. Et les moyens utilisés sont très variés. Donc c'est les affichages directement sur site, les magazines municipaux, les réseaux sociaux, des réunions de quartier, des événements. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a eu des collectivités qui profitent d'événements un peu tout public, qui ne sont pas forcément liés à la nature en ville, et qui en profitent pour animer des activités autour de la nature en ville, justement pour cibler un public plus large et qui ne serait pas forcément mobilisé en temps normal. Comme on l'a évoqué aussi un peu tout à l'heure, ce qu'on a retrouvé, c'est la possibilité d'avoir des terrains d'entente entre esthétique et biodiversité selon les enjeux du site. Donc, par exemple, les prairies fleuries qui sont très plébiscitées en centre-ville à la place des parterres de fleurs. Et comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau du métier d'agent d'entretien et de jardinier, c'est qu'en fait, il y a une évolution et que de plus en plus, il est attendu que les jardiniers puissent expliquer leurs pratiques et sensibiliser les passants. Et donc, il y a besoin de les former et de valoriser ces discours. Et donc, si on en vient donc au cinquième levier majeur en fait en lien avec la gestion des espaces végétalisés en ville, forcément à un moment on se pose la question des aspects financiers, donc a déjà été évoqué tout à l'heure. Donc voilà, on va revenir peut-être sur des façons de faire qui ont été opérées par des collectivités. On peut passer sur la slide suivante, je pense du coup. Euh,
Euh, donc voilà, en tout cas, forcément, si on développe de nouveaux projets, on va avoir des investissements, des dépenses d'exploitation qui sont avant tout en fait des ressources humaines ou des contrats de gestion et d'exploitation. Et en face, on a certaines collectivités qui nous ont fait part aussi de ressources d'investissement, donc plutôt de subventions qu'elles ont pu obtenir. Et puis, on peut également, il y a tout ce qui est bénéfices extra-financiers dont on a pu déjà parler. On va pas rentrer dans le détail, mais si on va sur la slide suivante, en fait, l'idée, c'est de dire que en fait, le fait que les espaces végétalisés aient plusieurs fonctions, ça permet aussi de rationaliser des investissements. Donc, on a des collectivités aussi qui nous disaient qu'elles pouvaient obtenir en fait des recettes via des subventions, alors dans le cadre du fonds vert ou dans le cadre de des agences de l'eau, notamment parce que on va être sur des espaces végétalisés qui vont permettre aussi de gérer des eaux pluviales urbaines. Donc, on va pouvoir aussi solliciter certaines agences de l'eau sur cet aspect-là. Et puis, ce qui est aussi envisageable, c'est d'avoir parfois en fait de la mutualisation de travaux entre services. Donc, en fait, cette multifonctionnalité constitue vraiment aussi une opportunité pour essayer d'obtenir d'autres sources de financement. Après, un enjeu fort aussi est de se fixer des objectifs en termes de fonctionnalité des espaces et d'entretien. Parce que voilà, certaines collectivités disaient, bah, une fois qu'on a passé cette étape d'associer les services, les autres services qui travaillent en lien avec les espaces végétalisés, il faut aussi, en fait, il y a un autre travail qui est de dire, bah, très bien, mais on ne met pas des espaces végétalisés n'importe où. Il faut aussi qu'ils aient un usage, que derrière, ce soit des espaces qu'on puisse entretenir parce qu'on a assez d'espace ou parce que ils sont accessibles. Voilà, on a parlé de ça en fait aussi tout à l'heure. Et puis bah il y a aussi une réalité qui est aussi qui arrive, c'est de se dire en fait on peut avoir des espaces derrière, il faut aussi évaluer l'impact sur le fonctionnement et sur les moyens humains, puisque comme on disait aussi tout à l'heure, on va avoir on constate qu'on a une augmentation des espaces végétalisés, mais ça se fait souvent à moyen constant. Donc, il faut aussi essayer de rationaliser et pourquoi pas y aller aussi progressivement. Et puis, pour penser au niveau des coûts de fonctionnement aussi, certaines collectivités nous disaient, en fait, au sein d'une même direction, eh bien, on va par exemple avoir le service qui est en charge des espaces verts, qui va aussi travailler avec le service qui est en charge des stades. Et donc, en fait, ils vont mutualiser leurs compétences et bah, par exemple, le premier service pourra appuyer l'autre service à une période où il a moins de charge de travail. On a aussi certaines collectivités qui mènent des réflexions. Alors, c'est encore au stade de réflexion, mais pour voir en fait comment identifier d'autres recettes avec, par exemple, la valorisation énergétique bah, ou la valorisation de la biomasse une fois les travaux d'entretien réalisés. Donc, ça, c'est peut-être des choses qui seront capitalisées dans les prochaines années pour voir effectivement si ça peut être un levier pour générer davantage de recettes plutôt en termes de fonctionnement. Et puis, je vais pas tellement revenir là-dessus, mais quand on parle d'espaces végétalisés, en fait, c'est tout ce qui est permis aussi, avec des outils comme Simul Impact, de revenir sur des bénéfices extra-financiers, des coûts évités, etc. Euh, Voilà pour ce qui était en fait des différents leviers qu'on avait pu identifier en fait sur les sujets de gestion. Donc des leviers qui sont euh, qui finalement se recoupent aussi, hein. On voit que le sujet du portage politique se pose à plusieurs moments. On a aussi les questions d'échelle, de mutualisation en fait des différents moyens
voilà, qui se pose, avec toujours derrière cette question importante de l'anticipation et de la prévision, de poser aussi des cadres à à tout ce service. Et merci beaucoup pour ces éléments de présentation. Je trouvais que c'était très, très important qu'on puisse revenir sur ce focus sur les problématiques de gestion, alors, parce que finalement, on a peu l'occasion de les aborder, notamment quand nous, on mobilise des missions d'ingénierie qui vont être vraiment sur la définition de la programmation, sur la définition du projet. Et en fait, la gestion a une forme d'angle mort et on se pose la question après coup une fois que le projet est finalisé. Et je trouvais que les différents leviers que vous mobilisez permettent vraiment, voilà, enfin, l'idée, c'est pas nécessairement de proposer une boîte à outils, des solutions miracles qui pourraient être activées pour améliorer la gestion, mais plutôt les bonnes questions qui pourraient se poser dès la phase de conception des projets pour pouvoir anticiper ces questions de gestion en matière d'organisation, en matière de définition du projet, en matière de communication. Il reste du temps, hein, enfin là, parce que le webinaire est prévu jusqu'à même 12h30. Donc, je vous propose de prendre une séquence de questions à nouveau sur le chat, ou alors s'il y a puisqu'on a du temps, des témoignages de votre part sur les difficultés ou les solutions que vous avez pu mobiliser sur ces problématiques dans la gestion d'espaces verts ou de nature en ville. Donc, n'hésitez pas, profitez de la présence de l'ensemble des intervenants pour voilà, poser toutes vos questions et vous exprimer. Alors, est-ce qu'il y a des exemples enfin, est-ce qu'il y a des questions qui se présentent? Les questions portent surtout sur le support du webinaire, qui, qui sera donc diffusé, comme tu disais, avec le replay, qui sera envoyé à tout le monde. Oui, parce Je que sais moi, pas j'ai s'il y pas. aura une plateforme pour accéder à un livrable complémentaire avec des choses plus précises, Bah, c'est alors, quelque chose nous, qui pourrait être fait. on va faire en sorte hein, de valoriser l'ensemble du travail au-delà. Donc là, c'était vraiment un support de présentation des principales conclusions du travail. On va faire en sorte de proposer voilà, une petite publication qui permet de restituer l'ensemble du questionnaire, enfin l'ensemble du travail de diagnostic qui a été présenté voilà, en introduction, et ensuite revenir voilà, sur ces différents leviers avec des exemples qui sont issus des entretiens que vous avez faits et qui témoignent d'initiatives locales qui ont pu être prises et qui illustrent l'un ou l'autre des leviers. Là-dessus, est-ce que par exemple, est-ce qu'il y a des exemples que côté intervenant, vous voudriez développer pour illustrer certains aspects, ou est-ce qu'il y a des aspects sur lesquels vous voudriez revenir dans le temps qui nous reste? On va peut-être dire deux mots sur le fait que cette question du passage à la gestion écologique, elle a rien de nouvelle. Il y a déjà des questionnaires qui avaient été posés, des sondages qui avaient été effectués auprès des services de gestion des espaces verts. On a pu retrouver dans notre bibliographie un certain nombre de données en ce sens-là. L'idée du travail d'aujourd'hui, c'était aussi de mettre à jour certains de ces éléments-là, de voir, voilà, en 2025, est-ce qu'il y a eu des évolutions dans ce sens-là, peut-être d'aller un petit peu plus loin. On a fait un questionnaire qui était assez précis, qui allait un peu plus loin sur pas mal de thématiques différentes, et on l'a diffusé donc à l'échelle des gestionnaires d'espaces verts de toute la France, hein. Donc ça, c'était assez intéressant à faire. Et donc ces résultats-là, voilà, c'est vrai qu'ils peuvent être assez intéressants et assez importants si vous voulez vous y référer par la suite. D'ailleurs, on a une question un peu méthodologique hein, sur l'enquête, sur le public de l'enquête, sur les types de collectivités interrogées. Est-ce que vous avez quelques paramètres, sachant que oui, non, quelques paramètres, point, je m'arrête là, je ne poursuis pas ma phrase. L'enquête, elle portait effectivement sur déjà les collectivités qui avaient fait appel à la Banque des Territoires et à des missions précédentes sur lesquelles on avait pu travailler. Donc l'idée, c'était de les recontacter Décidément. afin d'en apprendre un petit peu plus sur le déploiement de la gestion écologique en lien avec
les missions qui avaient pu être accomplies avec la BDT, et on a également bénéficié du réseau de l'AITF, l'Association des ingénieurs territoriaux de France, le groupe spécialisé sur les espaces verts, qui a pu servir de relais à ce questionnaire à travers voilà, tous ses membres, toutes les personnes qui font partie du réseau, pour essayer de toucher un public beaucoup plus large. Et du coup, j'en profite parce qu'effectivement, la question du nombre, c'est un sujet. Et en fait, si aussi vous constatez qu'il y a des choses qu'on a pu dire dans lesquelles vous vous retrouvez pas du tout, je pense que ça peut être intéressant aussi de nous le partager pour enrichir le support. Parce qu'effectivement, euh, on se retrouve en fait sur voilà, sur un panel qui reste restreint parce qu'on est sur des enquêtes en ligne, etc. Il n'y a pas de caractère obligatoire. Donc en fait, nous, on est preneurs aussi d'être challengés pour nous dire, bah voilà, moi, je suis pas du tout d'accord aussi avec ce qui a pu être dit. Et et peut-être si je peux répondre à la question Oui, sur d'autres exemples de recettes d'exploitation, effectivement, c'est un vrai sujet et c'est un peu aussi par provocation en fait que c'est mis sur cette slide. Mais en fait, c'était en fait des collectivités qui nous disaient justement elles réfléchissaient à leur service et elles se posaient la question effectivement de trouver aussi peut-être des recettes d'exploitation via via de la valorisation matière ou énergie, surtout énergie d'ailleurs. Donc n'hésitez pas. C'est pas encore des choses qui sont claires. C'est des voilà, c'est plutôt des sujets qui sont à creuser et qui seront intéressants de suivre en fait dans les prochaines années pour voir un peu ce qui peut aussi se développer sur ce sujet et si en fait on arrive à trouver des recettes de ce type-là. oui, il y a pas d'exemple de réflexion sur, alors je vais dire une horreur, hein, mais sur de la tarification ou sur de l'événementiel qui pourrait faire l'objet de recettes associées. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'exemple. Non, non. Ouais, donc c'est un sujet encore, encore en exploration. Et en fait, pour le coup, c'est aussi par ce biais-là du financement de la gestion que le sujet, enfin, que nous, on a identifié le sujet. C'est-à-dire que on faisait des présentations sur la conception des espaces de nature en ville, des espaces verts, et donc on présentait de manière assez classique les leviers qui étaient activables en termes de subventions d'investissement. Qui étaient le fonds vert, le soutien des agences de l'eau, etc. Et donc très vite, on se retrouvait aux limites de l'exercice avec un certain nombre de dépenses qui portaient directement sur la question de l'exploitation et qui n'étaient pas nécessairement éligibles à ces subventions nationales, à ces subventions publiques sur la conception des projets. Alors c'est aussi pour ça je fais un petit rappel d'un sujet qu'on avait abordé à un précédent webinaire où on avait fait une intervention, faire une intervention à la Société forestière sur le label Ville Arborée, où justement ils pouvaient valoriser, enfin ils ont mis en avant l'utilisation du label bas carbone pour des projets de végétalisation des espaces publics. Et donc comme on était sur des projets qui étaient finalement avec des effets en matière de captation de CO2 relativement limité. Eux, ce qu'ils montraient, c'est que les bénéfices qui pouvaient être obtenus de l'utilisation de ce label bas carbone sur ces projets étaient plutôt pour financer l'exploitation, pour le coup, plutôt que pour prendre en charge rétrospectivement les coûts d'investissement. Donc on se rend compte que largement sur ce type de méthode, on est dans des logiques un petit peu exploratoires, mais qui commencent à émerger aujourd'hui avec des premières réalisations sur toute la France. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, remarques, souhaits d'intervention pour terminer? Alors, il y a d'autres. Les résultats de l'enquête seront-ils diffusés auprès de l'ensemble de la filière interprofessionnelle de la végétalisation de la ville via Valor qui participe également à la renaturation? Alors, non, c'était pas forcément posé la question dans ces termes-là. Mais est-ce que côté, enfin, côté, parmi les auteurs enfin, quels ont été vos liens avec Valor sur la préparation enfin, la réalisation de cette étude? Après, nous, on peut tout à fait diffuser les résultats, hein. C'était pas forcément anticipé à ce stade. Bah, l'idée, comme tu disais, c'est que les résultats soient accessibles. Donc, si derrière Valor ou même Ortis, qu'on avait Oui. contacté d'ailleurs à l'époque, ont envie d'être le relais de cette publication, afin qu'elle puisse bah voilà, être diffusée le plus largement possible et être utile au maximum de monde, bah, ce sera avec plaisir de notre côté. Donc,
Peut-être juste un point en revenant sur la méthode. Comme on l'indiquait, l'enquête, elle a été faite auprès de collectivités avec lesquelles on avait souvent déjà travaillé, avec lesquelles on était en lien. Donc il y a une question, on n'est pas sur un questionnaire avec des échantillons, un échantillon qui est parfaitement représentatif du type de collectivité. Enfin, voilà, donc ça pose vraiment cette question. Enfin, c'était vraiment sur la base du volontariat, mais l'idée aussi du questionnaire était de nous permettre de faire émerger un certain nombre de questionnements, un certain nombre de problématiques et aussi de tester certaines idées reçues. C'est-à-dire qu'on a lancé le travail en se disant, bah voilà, nous on pense que il y a la problématique de gestion n'est pas anticipée. On pense que la question financière a un frein. On pense que il y a des moyens nouveaux qui ont pu être développés pour accompagner, qui ont pu être mis en œuvre pour développer ces nouveaux espaces. Et en fait, une partie des éléments de réponse, ça permettait de dire, bah, là, cette intuition, bah, c'était tout à fait ça. Et d'autres cas, bah, de nous dire, bah, non, clairement, selon les types de collectivités, ce qu'on pensait être un frein, bah, n'en était pas un forcément, qu'on avait un petit peu surévalué. Et donc, l'enquête avait aussi cette vocation-là de tester ou d'affiner des hypothèses pour la réalisation de ce travail. Oui, pour être tout à fait transparent d'ailleurs sur les répondants, on a eu une quarantaine de réponses sur le questionnaire en lui-même, donc l'aspect statistique, avec une légère sous-représentation des villes les plus petites. Et ensuite, on a pu avoir des entretiens, histoire de tester, on va dire, nos interprétations du questionnaire, de prolonger un peu certains questionnements qui étaient restés en suspens, on va dire, pour là avoir quelque chose de beaucoup plus qualitatif sur les premiers leviers qu'on avait identifiés, etc., et pour en discuter directement avec les participants. Et là, on a pu avoir, en matière d'entretien, c'était une quinzaine, vingtaine par là. Merci beaucoup. Écoutez, s'il n'y a pas de précision et s'il n'y a pas de regret concernant les questions, je pense qu'on va aller manger plus tôt et on va s'en tenir là. Donc, encore une fois, on va vous envoyer le support et concernant cette étude, on va engager un travail de mise en forme des résultats définitifs au-delà de la synthèse qui vous a été présentée aujourd'hui. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez aussi être mis en relation avec les différents intervenants ou si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous répondre. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci de vous être connectés si nombreux, parce que j'ai vu qu'on a eu un pic à 90 participants. Donc, merci encore. Et je vous souhaite une très bonne fin de matinée. Et donc, à très bientôt. Merci. Merci à tous. Au Merci à revoir. tous. Merci.